Paris, 1750. Imaginez un instant les rues pavées sous vos pieds, non pas lisses et uniformes, mais rugueuses, marquées par le passage incessant des calèches et des sabots. L'air, lourd de l'odeur du charbon de bois, du fumier et, étrangement, d'une pointe de parfum floral échappée d'une fenêtre. Les bruits vous assaillent, le cri des marchands ambulants, le tintement des cloches d'église, le vacarme lointain des forgerons et le murmure constant d'une foule dense, vêtue de teintes sobres, mais parfois éclatantes de soie. Cette ville, c'est un organisme vivant, palpitant, le cœur battant de l'Europe, un épicentre culturel et intellectuel où les idées germent plus vite que nulle part ailleurs. Mais où se rencontraient les esprits de cette époque? Où échangeaient-ils, débattaient-ils, rêvaient-ils de changer le monde? Ce n'était pas dans les salons feutrés de l'aristocratie, ni dans les églises silencieuses. Non, le véritable phare de cette effervescence intellectuelle, le creuset où la société se redéfinissait, était le café. Bien plus qu'un simple lieu de consommation, le café était une institution naissante, le théâtre d'une révolution silencieuse qui allait bouleverser l'ordre établi. C'était là, devant une tasse fumante, que les idées audacieuses prenaient forme, que les lumières s'allumaient, préparant le terrain pour les bouleversements à venir. L'histoire du café à Paris est une épopée fascinante. Introduit en France à la fin du XVIIe siècle, d'abord comme une curiosité exotique venue d'Orient, sa popularité grandit rapidement. Les premiers établissements, souvent modestes, attiraient une clientèle curieuse, avide de cette boisson noire et stimulante. Ce n'était plus seulement une potion médicinale, mais un élixir social. Le café passa du statut de breuvage étrange à celui de pilier de la vie parisienne. Il devint le point de ralliement, le bureau improvisé, la salle de lecture et le forum public pour tous ceux qui cherchaient à s'informer, à se divertir ou à s'élever intellectuellement. Pénétrons dans l'un de ces cafés de 1750. L'atmosphère est tamisée, éclairée par la douce lueur vacillante des bougies et des lampes à huile. Le mobilier, bien que simple, est élégant. Des tables en marbre ou en bois sombre, des chaises confortables. Les murs sont parfois ornés de miroirs, de gravures ou de tapisseries délavées, reflétant une certaine grandeur passée ou une aspiration à la modernité. Les sons vous enveloppent, le cliquetis délicat des tasses en porcelaine, le murmure des conversations animées, parfois un éclat de rire discret. Et puis, il y a les odeurs, indissociables de l'expérience. L'arôme puissant et enivrant du café fraîchement torréfié, se mêlant subtilement à celui du tabac des pipes et occasionnellement à une touche d'encens. C'est un ballet sensoriel, une symphonie de l'éveil. Ce qui rendait ces lieux si uniques, c'était leur clientèle. On y trouvait un mélange social extraordinaire, rarement vu ailleurs. Nobles désargentés côtoyant de riches bourgeois, artistes en quête d'inspiration, philosophes échangeant leurs dernières théories et hommes de lettres déclamant leurs vers. Devant une tasse de café, les hiérarchies semblaient s'estomper. Une égalité relative s'installait, une démocratie des idées où le rang social importait moins que la vivacité de l'esprit. C'est là que des figures dont les noms résonnent encore aujourd'hui venaient chercher l'inspiration, confronter leurs pensées et parfois, simplement, observer le monde en mouvement. Ces cafés étaient les véritables théâtres de l'esprit, où la pièce des Lumières se jouait chaque jour. La géographie de ces foyers d'idées était tout aussi fascinante. À Paris, les cafés les plus réputés se concentraient dans des quartiers spécifiques, véritables épicentres de la vie sociale et intellectuelle. Le Palais Royal, avec ses galeries animées et ses théâtres, était un pôle incontournable, tout comme le quartier de Saint-Germain-des-Prés, alors haut lieu de l'édition et de la pensée. Leur emplacement n'était jamais le fruit du hasard. Ils se nichaient souvent à proximité des théâtres, des librairies, des imprimeries et même des institutions universitaires, créant ainsi un écosystème propice aux rencontres et aux échanges. Cette densité d'établissements
engendrait une saine concurrence, poussant chacun à innover pour attirer et fidéliser une clientèle exigeante. Ces cafés offraient bien plus que de simples boissons. Certes, le café, le thé et le chocolat chaud étaient les stars du menu, mais l'offre s'étendait bien au-delà. Pour satisfaire l'appétit intellectuel de leurs clients, de nombreux cafés mettaient à disposition les dernières gazettes et journaux, permettant à chacun de se tenir informé des nouvelles de la cour, des affaires étrangères ou des chroniques mondaines. C'était un accès privilégié à l'information, une sorte de salle de presse, avant l'heure. Les jeux de société, comme les échecs ou les dames, ainsi que les jeux de cartes, occupaient les esprits et favorisaient les interactions. Mais plus encore, ces lieux étaient le théâtre de lectures publiques improvisées, de déclamations poétiques et de débats informels, transformant chaque table en une scène ou une tribune. Parmi eux, un nom résonne avec une force particulière, le Café Procope. Fondé en 1686, il n'était pas seulement l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus influents de Paris. Le Procope était un véritable modèle, un pionnier qui a défini les codes du café littéraire. Son architecture intérieure, avec ses boiseries sombres, ses lustres imposants et ses miroirs, créait une ambiance à la fois intime et majestueuse. On y venait pour y voir et être vu, pour humer l'air du temps, mais surtout pour participer à la conversation. Le Procope, par son histoire et son prestige, a exercé une influence considérable sur d'autres établissements, inspirant leur décor, leurs services et leur vocation. C'est là, dans ces atmosphères imprégnées de discussion, que les conversations prenaient un tour particulier. Le café était un véritable incubateur d'idées nouvelles, un laboratoire où les théories philosophiques s'affûtaient au contact de la vie d'autrui. Il joua un rôle déterminant dans la diffusion des Lumières, permettant aux concepts pré-révolutionnaires de s'enraciner et de se propager. L'oralité, l'échange direct, le plaisir de la joute verbale étaient essentiels. Ici, les pensées n'étaient pas enfermées dans les livres, mais vivaient, respiraient, se modifiaient au fil des arguments. C'était un espace de liberté intellectuelle, où la critique et l'innovation étaient non seulement tolérées, mais encouragées. Pourtant, cette liberté n'était pas absolue. Des codes de conduite non écrits régissaient ces établissements, dictant un certain décorum. La liberté d'expression, bien que réelle, était toujours sous la menace de la censure royale, et des espions du roi n'étaient jamais loin. Les habitués, souvent des figures intellectuelles ou mondaines, formaient de véritables cercles, des cénacles où se forgeaient les opinions et les réputations. Ces groupes, par leur présence régulière, contribuaient à l'identité et à la renommée de chaque café. Ces lieux furent le théâtre des plus grands esprits de l'époque. Voltaire, Diderot, Rousseau et tant d'autres y avaient leurs habitudes. Voltaire, dit-on, buvait jusqu'à 40 tasses de café par jour, une anecdote qui souligne l'importance de cette boisson pour la stimulation intellectuelle. Diderot y travaillait, révisant des articles de l'encyclopédie, tandis que Rousseau, plus solitaire, observait peut-être le monde. Le Procope fut le lieu d'une rencontre légendaire entre Diderot et Jean le Rond d'Alembert, où les premières idées de l'encyclopédie auraient été esquissées. Ces cafés n'étaient pas de simples décors, mais des acteurs à part entière de l'histoire des Lumières. Ces cafés, bien plus que des lieux de consommation ou de débat, étaient également le terreau fertile où germaient les rumeurs, les nouvelles politiques et parfois même les conspirations. Paris, capitale d'un royaume en pleine effervescence, voyait ces cafés devenir des baromètres de l'opinion publique. Chaque table, chaque coin sombre, pouvait abriter des discussions subversives, des critiques acerbes du pouvoir en place. Les autorités royales, conscientes de cette effervescence intellectuelle et politique, y maintenaient une surveillance discrète mais constante. Des espions du roi, déguisés en simples consommateurs, se mêlaient à la foule, leurs oreilles tendues, rapportant au lieutenant général de police les moindres propos séditieux. Ces établissements, sans le vouloir, jouèrent un rôle précurseur dans les prémices de la Révolution française,
agissant comme des caisses de résonance pour les idées nouvelles qui allaient bientôt ébranler la monarchie. L'impact des cafés ne se limitait pas à la politique. Il s'étendait profondément à la culture et aux arts. Ils étaient une source d'inspiration inépuisable pour les artistes, les écrivains et les musiciens. Combien de poèmes furent écrits sur une nappe en papier? Combien de mélodies fredonnées pour la première fois entre deux tasses de café? Ces lieux offraient une scène improvisée pour des lectures de poésie, des performances musicales, transformant le quotidien en spectacle. C'est aussi dans ces cercles que naissaient et se discutaient les projets de revues littéraires et de publications qui allaient remarquer le siècle des Lumières, propageant ainsi le savoir et la critique bien au-delà des murs des cafés. Avec la tombée de la nuit, alors que les rues de Paris s'assombrissaient, les cafés devenaient des phares dans l'obscurité, illuminés par la lueur vacillante des bougies et des lampes à huile. Ils offraient un contraste saisissant avec la vie domestique, souvent confinée et réglée, de l'époque. Le café était un refuge, un espace de sociabilité nocturne, où l'on pouvait échapper aux contraintes du foyer et prolonger les discussions, les jeux et la compagnie jusqu'à des heures avancées. C'était un lieu de liberté relative, où les conventions sociales se relâchaient légèrement, permettant une interaction plus informelle et spontanée. Cependant, il est crucial de noter la prédominance masculine dans ces sanctuaires de l'esprit. Les cafés parisiens de 1750 étaient majoritairement des espaces masculins, où la présence féminine était rare, voire mal vue, à l'exception de quelques femmes de lettres ou d'artistes au statut particulier. Les femmes, si elles souhaitaient participer à la vie intellectuelle et sociale, devaient souvent se contenter des salons privés, lieux de rencontre plus appropriés à leurs conditions. Cette exclusion relative des femmes des cafés reflète la perception de leur place dans l'espace public à cette époque, où leur rôle était encore largement circonscrit à la sphère domestique. Après 1750, et surtout après la Révolution, les cafés connurent une évolution. Certains déclinèrent, d'autres se transformèrent, s'adaptant aux nouvelles mœurs et aux changements politiques. Cependant, la permanence de certains établissements, comme le Procope, témoigne de leur capacité à traverser les âges, conservant une part de leur âme originelle, tout en se modernisant. Une certaine nostalgie entoure encore aujourd'hui cet âge d'or des cafés parisiens, où l'esprit des Lumières semblait flosser dans l'air, imprégnant chaque discussion. En fin de compte, le café de 1750 était un microcosme fascinant de la société des Lumières, un carrefour où se croisaient les idées, les ambitions et les destins. Ces lieux ne furent pas de simples arrière-plans. Ils furent des acteurs essentiels dans la formation de l'identité parisienne et française, façonnant la pensée collective et préparant le terrain pour les bouleversements à venir. Ils nous rappellent que nos lieux de rencontre, qu'ils soient physiques ou virtuels aujourd'hui, sont bien plus que de simples espaces. Ils sont les creusets où se forgent nos idées, où se dessinent nos avenirs. Comment, à notre tour, nos propres espaces de sociabilité façonnent-ils notre monde et nos pensées aujourd'hui? La question demeure, intemporelle.